votre vision du monde. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur For You Télévision. Bienvenue à cette autre édition, l'info à chaud dans cette télévision panafricaine, For You Télévision. Et donc aujourd'hui, tout comme hier, un autre sujet que nous prenons donc à feu. Sur des braises. Il s'agit bien sûr de cette visite du président Emmanuel Macron du côté bien sûr de l'Algérie. C'est quand même une visite qui surprend plus d'un quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron avait alors taxé, on va le dire ainsi, les autorités, peut-être pas les autorités, mais le peuple algérien, entre guillemets, de sauvages. C'était bien évidemment à la suite de certains propos, en faisant savoir justement que les Algériens, voilà, j'y suis enfin, il a fait savoir que le courroux des autorités, il avait soulevé le courroux des autorités algériennes en accusant le pays de s'être construit sur une rente mémorielle entretenu par le système politico-militaire. Et donc aujourd'hui, avec cette visite d'Emmanuel Macron, on a envie de se poser la question, est-ce qu'il ravale ainsi son orgueil de chef d'État pour donc aller chercher le souffle de feu nécessaire à son peuple? Car il y avait d'autant plus urgence à le faire que de puissants concurrents font aussi les yeux doux à l'Algérie, en l'occurrence l'ogre chinois vers lequel l'économie du pays s'est largement tournée ces dernières semaines, mais également ces derniers mois. Alors, visite d'Emmanuel Macron du côté bien sûr de l'Algérie, les véritables raisons de ce rétro-pédalage. Nous en parlons avec notre invité, Dr Sango. Bonjour. Bonsoir, Madame Linda. Ravi goûter d'être là dans le cadre de cette émission. Comment vous l'appelez? L'info à chaud. L'info à chaud. L'info à chaud. C'est un plaisir d'être là. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour transmettre mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales, non seulement aux techniciens qui font du travail très formidable pour que nous soyons audibles et visibles, mais aussi et surtout à tous vos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Merci d'être là ce soir. Merci beaucoup à vous, Dr Sango. Alors, je vais commencer par la première, comme on peut le voir sur le titre. On constate que c'est un autre rétro-pédalage du président Emmanuel Macron sur le continent africain. Rétro-pédalage, je ne vais pas trop aller dans ce sens. Étonnement non plus, parce qu'en réalité, nous sommes dans les relations internationales. Nous sommes dans la scène internationale. Et cette scène internationale est fondamentalement couronnée par un seul élément que nous appelons généralement l'intérêt national des États. C'est-à-dire, les États entrent dans les relations internationales. Ce n'est pas toujours pour se regarder en yeux d'amour, mais c'est pour rechercher l'intérêt national qui manque à son pays, à leur pays, pour pouvoir développer leur État. C'est exactement dans ce sens-là qu'il faut comprendre la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est une visite, n'est-ce pas, bilatérale qui entre dans le cadre normal des relations internationales. Et une chose également qu'il ne faut pas oublier, c'est que les relations internationales ne sont pas seulement faites des moments de paix. Même la violence ou la guerre sont des formes de relations internationales. Ça veut donc dire que quoi? Ce n'est pas parce que deux pays peuvent avoir des désaccords à un moment donné de leurs relations bilatérales qu'on peut dire que les relations seront rompues. Non, on ne rompt pas les relations. Si oui, temporairement pour se repositionner stratégiquement. Et je pense que Emmanuel Macron aujourd'hui est dans cette dynamique. Vous venez de rappeler très bien que les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas aussi faites des bons offices, c'est-à-dire ne sont pas aussi calmes comme un fleuve. Ce sont des relations qui sont faites, n'est-ce pas, de secousses, mais aussi des moments de tempérance, mais fondamentalement des moments de négociation. Il y a eu des moments de désaccord entre ces deux États, mais
la méthode internationale voudrait que ces deux États-là se rapprochent, se remettent ensemble pour pouvoir collaborer à l'effet de maintenir ce bilatéralisme-là entre ces deux États. Pour rappel, on a vu que Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en France, lors de son premier mandat, il a fait un tour en Algérie et puisqu'il était dans la conquête du pouvoir, il était, n'est-ce pas, ici, en soif du pouvoir, il a reconnu savamment, n'est-ce pas, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Vous savez que les relations entre la France et les pays africains sont des relations qui datent de plusieurs années. On ne peut pas éluder la colonisation, on ne peut pas éluder l'impérialisme, qui sont des formes de relations internationales. Donc, le président Macron avait reconnu officiellement que c'était un crime contre l'humanité. Et plus récemment encore, il a exprimé que la France ne constituait pas une nation avant l'indépendance. Comme pour dire que l'Algérie ne constituait pas une nation avant l'indépendance. Comme pour dire qu'il était en train de vouloir relégitimer le fait que la colonisation française en Algérie était fondée. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les relations entre les États sont des relations qui sont faites des moments de tempête, mais aussi des moments de paix. C'est deux moments qui expliquent également les théories des relations internationales que nous étudions dans nos études politiques, notamment la théorie réaliste qui explique le système international par la violence et l'anarchie, et la théorie idéaliste qui explique cette scène internationale par le dialogue, par la coopération, mais également par le droit international. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Songo. Alors, nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard est ouvert pour vous permettre également d'apporter vos différentes contributions à cette visite du président français Emmanuel Macron. Du côté de l'Algérie, il est donc en chemin pour ce pays de l'Afrique justement, comme on le dit très souvent, de l'Afrique blanche. Et donc, il va y rester pendant 72 heures, Emmanuel Macron, pour certainement, comme nous le disions tout à l'heure, essayer donc de redorer le blason des relations entre la France, mais également l'Algérie. Et bon, c'est vrai que certains analystes pensent quand même que ce rapprochement également, outre les relations bilatérales, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a également le fameux problème russo-ukrainien qui, voilà, a un tout petit peu handicapé aussi la France lorsqu'on parle du gaz. Effectivement. Là, vous nous permettez de remettre cette visite d'Emmanuel Macron dans son contexte que nous vivons actuellement, ce contexte mondial qui nous fait revivre la situation des années guerre froide où nous vivions l'antagonisme entre deux classes, entre le bloc ouest et le bloc est. Donc aujourd'hui, c'est cet antagonisme-là que nous sommes en train de revivre, mais sous d'autres formes. Vous savez que le congrès de Berlin, qui avait, n'est-ce pas, tablé et planifié la division du monde, n'est-ce pas, avait reparti le monde entre les puissances. Et d'après cette fameuse repartition, il était de plus en plus établi que l'Afrique, du moins subsaharienne, était la chasse gardée de la France. Jusque-là, on a vu la Russie essentiellement concentrée en Europe. La Russie, qui n'avait pas les velléités de colonisation, était plutôt concentrée en Europe avec ce qu'on a appelé la confédération URSS. C'est-à-dire la politique de la Russie, c'était de renforcer, de consolider cette confédération-là. Et même lorsque cette confédération-là a éclaté en 91, la politique de la Russie était toujours centrée sur le maintien des relations avec ces ex-États satellitaires. Donc aujourd'hui, la Russie a compris qu'il ne sert plus à rien de rester concentré en Europe. Il faut conquérir de nouvelles
de nouvelles terres, de nouveaux espaces. Il faut diversifier son partenariat, il faut étendre son partenariat. C'est dans cette logique-là que nous avons vécu depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'éruption de la Russie en Afrique. Et la Russie est donc arrivée en Afrique et a commencé à faire des relations bilatérales avec les pays africains qui étaient jusque-là concentrés avec la France. Donc cette situation-là, cette irruption-là, cet avènement de la Russie sur le sol africain, n'est-ce pas, met la France en difficulté. Parce que vous savez que la France, aujourd'hui, a réussi à bâtir son économie, pas parce qu'elle a une économie forte, pas parce qu'elle a les ressources naturelles, pas parce qu'elle a une industrie forte, mais parce qu'elle a réussi à faire de son précaré africain la base nourricière de son économie. L'Afrique était jusque-là considérée comme le carburant, et même jusqu'aujourd'hui, c'est le carburant de la France. Vous voyez donc que, étant dans les relations internationales, l'intérêt de la France est menacé. La Russie vient progressivement grignoter cet espace français et la France n'attend pas croiser les bras. La France... Mais docteur, oui. C'est pas quand même osé de dire que la Russie vient grignoter l'espace français. La France n'a pas un espace en Afrique. Lorsque je parle grignoter l'espace français, ça veut dire que je reste dans la logique, n'est-ce pas, de ce qui se passait dans le d'après le congrès de Berlin, par exemple. Donc, c'est cette attitude-là qu'on a fini par considérer, dans cette conscience-là, que les populations ou alors les hommes, et même la France avait déjà inculqué dans son cerveau que l'Afrique l'appartenait. Or, nous sommes dans un contexte différent. Un contexte où les peuples de plus en plus s'éveillent. Aujourd'hui, vous voyez comment les pays africains sont en train de demander l'indépendance totale des pays africains. Sur le plan, n'est-ce pas, de la codification, il est écrit que les pays sont souverains, les pays sont indépendants. Mais la réelle politique nous amenait à voir que nos pays africains avaient du moins peur d'exprimer leur indépendance. Comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Mali. Le président Assimi Goïta est en train de poser les actes de souveraineté, est en train de montrer que le Mali est véritablement indépendant. Il a diversifié son partenariat, il a, n'est-ce pas, ici, chassé la France, il décide maintenant souverainement de ce que le Mali doit être. Donc je pense que c'est tous ces éléments qu'il faut mettre sur la table pour comprendre aujourd'hui la visite du président Emmanuel Macron. Emmanuel Macron vient négocier l'intérêt français qui est mis en difficulté. On peut également ouvrir une autre analyse, toujours pour faire un parallélisme avec cette guerre ukrainienne, pour dire qu'en réalité, vous savez que la Russie était le fournisseur par excellence du gaz en Europe. Avec cette guerre-ci, l'Europe se trouve en difficulté parce que ne pouvant plus s'approvisionner véritablement du gaz. Donc, l'Algérie étant un pays producteur de gaz, il n'est pas éludé que le président Emmanuel Macron vient négocier ce partenariat à l'effet, n'est-ce pas, d'obtenir le fournissement du gaz à travers l'Algérie. Donc, pour sortir de cette problématique, je dirais tout simplement que le président Macron vient textuellement en Afrique pour chercher à résoudre le problème français. L'économie française est en danger aujourd'hui. Oui. Vous voyez que le président Macron vient de remplir un second mandat, mais un second mandat dans un contexte très différent, dans un contexte très compliqué. Un second mandat où le président français lui-même est en difficulté, non seulement sur le plan interne, mais sur le plan international. Sur le plan interne, il n'a pas réussi à obtenir la majorité parlementaire qui lui permettrait de gouverner de manière autonome ou du moins d'implémenter son programme politique. Aujourd'hui, il est obligé de faire, entre guillemets, les courbettes avec l'opposition avant de prendre une décision de souveraineté. Sur le plan international, nous voyons tous comment la France est en difficulté. Que ce soit en Afrique de l'Ouest,
mais aussi et surtout en Afrique centrale. Les pays s'élèvent, les pays décident désormais d'exprimer ou du moins d'activer, d'assumer leur souveraineté. Les pays ont décidé désormais de vivre leur souveraineté comme étant des pays souverains, comme nous dit la Charte des Nations Unies. Tous les pays sont égaux en droit et en devoir. Il n'y a pas un pays qui est au-dessus d'un autre pays. Sur le plan international, les États se valent. Alors, vous faites bien de chuter par là, mais il y a également une autre... je vais appeler ça comment, une autre piste qui a été évoquée par des analystes politiques et par certains observateurs qui pensent que si Emmanuel Macron aujourd'hui décide donc de partir également du côté de l'Algérie, c'est justement parce qu'il sait que quelque part l'Algérie tient un tout petit peu les autorités maliennes, dans le sens où on se rappelle que le 31 juillet dernier, le chef de l'État algérien avait alors appelé les autorités au pouvoir, du côté bien sûr de Bamako, à retourner dans les meilleurs délais, à la légalité et bien évidemment de mettre en application l'accord d'Alger. Et donc la fin de cette sortie, c'était tant que l'accord d'Alger ne sera pas appliqué, les problèmes du Mali persisteront. Encore cet accord d'Alger, je pense que cet accord d'Alger, si cet accord d'Alger là entre dans le cadre normal des résolutions des conflits internationaux, c'est-à-dire la négociation, la médiation, la conciliation, cet accord d'Alger est également un moyen qui met en mal même la dynamique sécuritaire que nous sommes en train d'observer du côté du Mali. Parce que vous savez que l'Algérie, sur le plan africain aujourd'hui, est une puissance militaire. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la classification des armées aujourd'hui en Afrique, l'Algérie occupe une place prépondérante, une place fondamentale. Donc, les accords d'Alger étaient un moyen pour pouvoir apporter une solution à la crise que nous vivons au Mali. Vous avez très bien fait de rappeler que les autorités algériennes avaient appelé les dirigeants de la transition malienne à rentrer rapidement à l'ordre constitution, à la légalité, à la restauration de l'ordre constitutionnel. Bon, peut-être on peut également voir la visite de Macron sous cet angle-là, qui pense qu'en réalité, l'Algérie pourrait être en phase non seulement avec la position de l'organisation d'intégration sous-régionale qu'est la CEDEAO, mais aussi et surtout en phase avec la volonté occidentale incarnée par la France, qui ne voudrait pas que la transition dure au Mali. Or, du côté d'en face, c'est quoi? C'est que le côté d'en face pense que les élections ne sont pas une priorité. On ne peut pas organiser les élections dans un pays qui est en démembrement, dans un pays qui n'est pas pacifié, dans un pays qui est en train de courir le risque de la division, de la cessation. Donc le camp d'en face pense que l'urgence est d'abord à la pacification du pays, à la sécurité. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre toutes les actions du président Assimi Goïta qui a, n'est-ce pas ici, centré son combat ou alors ses actions dans la restauration de la sécurité. Il a compris que c'est ça l'urgence. On ne peut pas faire le développement sans la sécurité. Donc, Emmanuel Macron pense qu'il peut utiliser cette volonté algérienne de voir le retour de l'ordre constitutionnel au Mali dans les plus brefs délais pour espérer reconquérir le Mali. Parce que vous savez que si la France a été chassée du Mali, oui. La France n'a pas été chassée de l'Afrique. La France a été chassée du Mali et elle s'est repositionnée au Niger. Si la France n'avait aucun intérêt en Afrique, et plus précisément en Afrique subsaharienne, après sa rupture diplomatique avec le Mali,
elle serait rentrée chez elle. Elle serait retournée chez elle. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt changé de stratégie. Elle s'est plutôt redéployée pour pouvoir se relancer. Donc je pense que la scène internationale étant fondamentalement faite des intérêts, de la recherche de l'intérêt, la France aujourd'hui n'attend pas croiser les bras. La France va user de tous les moyens, de toutes les stratégies pour pouvoir restaurer son image qui est de plus en plus en dégénérescence en Afrique. Alors, ce qui me fait donc dire que finalement, les grandes nations aujourd'hui ne reculent devant aucun obstacle pour défendre leurs intérêts. C'est encore le cas aujourd'hui avec la France. Effectivement, et c'est ça qui fait la spécificité des grandes puissances. C'est-à-dire, les grandes puissances ne reculent pas devant l'obstacle. L'État se doit d'être fort. Parce que, Madame Deji, il faut savoir que si l'État a été instauré, c'est pour chercher à protéger les intérêts des citoyens. Parce que l'État est le seul rempart. Si on s'en tient par exemple au contrat social, d'accord? C'est un contrat synalagmatique qui a été fait entre l'État et la population. C'est-à-dire l'État est là pour servir la population. À partir du moment où un dirigeant arrive donc à la tête de cet État-là et n'arrive pas à rechercher, à protéger les intérêts de la population, non seulement il affaiblit l'autorité de l'État, mais aussi et surtout, il met en mal ces populations, ces citoyens qui n'attendent de l'État que la protection, que les intérêts. Donc aujourd'hui, les puissances se forgent sur la scène internationale, ou alors aujourd'hui on peut juger la puissance d'un État à partir de sa capacité à restaurer son intérêt qui a été menacé par exemple. C'est le cas par exemple de la France, ou alors on peut repartir dans l'histoire pour voir les cas comme les pays comme les États-Unis, les pays comme le Canada. C'est des pays qui ont mené des guerres à l'extérieur. C'est des pays qui ont financé des guerres à l'extérieur lorsque l'intérêt de leur pays était menacé. On peut par exemple prendre le cas des États-Unis avec l'Irak par exemple. Vous avez vu que sur des indices fallacieux, sur des indices qui ne tenaient pas, et parfois sur du mensonge, ces États-là ont désemparé des États. C'est-à-dire ils ont tué les dirigeants des autres États parce que leur intérêt était menacé. Je veux parler ici du cas de Saddam Hussein avec la fameuse raison des armes chimiques. Mais en définitive, il s'était avéré que ce pays-là, ou alors ce dirigeant-là, ne détenait pas les armes chimiques. On peut également prendre un autre cas dans l'histoire, et pour rester sur le plan africain, parce que nous y sommes, le cas de la Libye, avec l'assassinat du colonel Kadhafi. Vous voyez que le colonel Kadhafi nourrissait des ambitions, nourrissait, n'est-ce pas ici, des stratégies politiques pour négocier l'intérêt panafricain. Cette négociation de l'intérêt panafricain se trouvait donc en phase ou en déphasage avec l'intérêt français. On a vu comment la France a, je peux dire, manipulé, je ne vais même pas dire manipuler, mais utilisé toutes les stratégies pour avoir le consentement des membres du Conseil de sécurité à l'effet de voter une loi, une résolution qui a débouché à l'assassinat du président Kadhafi. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que en réalité, sur la scène internationale, il peut arriver que les intérêts ne se ressemblent pas. Il peut arriver que les intérêts des États ne se croisent pas. Parce que, en définitive, ce qui peut être urgent ou important dans ton pays ne peut ne pas l'être chez moi. Et il peut également arriver que l'intérêt que toi tu nourris dans ton pays met en mal le développement de mon pays. C'est ce que nous avons appelé dans les études internationales le dilemme de sécurité.
C'est-à-dire le fait qu'un pays accroît le développement de sa nation, met en danger ou alors excite l'autre pays à pouvoir se ressentir en danger. Nous avons par exemple le cas entre la Corée du Nord et les États-Unis aujourd'hui avec la course aux armements. Vous voyez que les États-Unis ne veulent pas que la Corée du Nord détienne l'arme nucléaire. Parce que si la Corée du Nord détient l'arme nucléaire, la sécurité des États-Unis serait en danger. Donc, c'est ce dilemme de sécurité que nous prenons souvent pour analyser également les relations internationales. Sur le plan économique, pour dire que le développement d'un pays peut mettre en mal ou peut exciter un autre pays à se sentir en danger. Et le pays qui est donc en danger, le pays qui voit que son intérêt est menacé, n'entend pas croiser les bras. Oui. Ce pays-là va travailler du point de vue des fonctions de l'État pour que l'État, en définitive, soit restauré, pour que l'autorité de l'État ne se dégrade pas, pour que l'État continue à protéger ses citoyens et à satisfaire leurs desiderata. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre et lire la visite du président Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est une visite normale qui entre dans le cadre des relations bilatérales parce que la scène internationale, pour qu'elle fonctionne, a besoin de ces relations bilatérales comme des relations multilatérales. Alors, docteur Songo, il y a aussi, parce qu'il y en a qui vont certainement dire, mais c'est quoi cet acharnement pour la France? Est-ce qu'il n'y a que la France qui bénéficie d'une visite pareille? Non, parce que après quand même avoir mené quelques recherches, il se trouve que du côté bien sûr algérien, on va le dire, l'on a aussi tout à gagner dans ce rapprochement avec la France, avec laquelle justement le pays lié non seulement par l'histoire, mais aussi la géographie. Et donc, la France aussi, on va le rappeler, parce que c'est aussi un autre problème qui existe déjà depuis, accueille plus de la grande diaspora algérienne. Et la visite du président Emmanuel Macron pourrait certainement constituer une occasion pour vider ce contentieux qui existe depuis quelques temps déjà, contentieux des visas, qui encore récemment a mis à mal les relations entre les deux pays. C'est une occasion également de faire, comme on le dit très souvent, bas la terre entre ces deux pays. Oui, c'est pour cela que je disais que c'est une visite normale, c'est une occasion importante pour les deux pays. On ne doit pas seulement penser que c'est la France qui viendrait, par exemple, chercher à restaurer son intérêt. Non, même l'Algérie, réciproquement, vous venez de l'indiquer, a aussi à gagner en restant en partenariat avec la France. Vous savez que les relations entre la France et le Mali sont des relations séculaires. Les relations, n'est-ce pas, qui ont été couronnées par des moments forts et des moments faibles. Et parmi les moments faibles, nous avons plusieurs scénarios. On a par exemple le cas des étudiants, par exemple, algériens du côté de la France. Il est arrivé à un certain moment donné que la France peut rompre cette collaboration-là, c'est-à-dire la France a d'abord arrêté cette politique d'immigration des étudiants algériens avec le problème du visa, du problème du passeport. Vous savez que c'est récent. Donc je pense que l'Algérie aujourd'hui peut utiliser cette occasion, peut saisir cette opportunité pour mettre sur la table tous ces dossiers, pour mettre sur la table tous ces problèmes qui handicapent également le développement de l'économie algérienne. Vous savez que la guerre des indépendances, l'Algérie est l'un des pays qui a acquis son indépendance par le sang, par la force, par la violence. La France n'était pas prête à accorder l'indépendance à l'Algérie. Et on peut même admettre dans les analyses que cette guerre des indépendances avait été gagnée par l'Algérie. Donc, c'est des moments qu'on doit également considérer, prendre en considération pour expliquer les relations bilatérales entre la France
et l'Algérie. Comme pour dire que quoi? Je vais également me redire, comme pour dire que les relations bilatérales, les relations internationales sont des relations permanentes qui sont faites des moments de paix, mais aussi des moments de violence, des moments de guerre. Oui, d'accord. Merci beaucoup, docteur Sango. C'est vrai que le temps nous tient véritablement à la gorge. 52 minutes, ça passe super vite. Rapidement. Et donc, nous allons sortir avec Delphin de Gitega. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma chère sœur Ndedi, je salue ton invité, le docteur Sango. Ouais. Je vais essayer de faire vite, vu le temps qui nous tient un peu à la gorge. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui font que le nain géopolitique, se retrouve à l'étroit du côté de l'Algérie. Mais je vais juste énoncer quelques-unes. Je passe sous silence son échec plus au sud, notamment dans votre pays, le Cameroun. Et je précise qu'en fait, en réalité, malgré les apparences, en tout cas, ça dépend de qui regarde, en fait, c'est la France qui a plus besoin de l'Algérie que l'inverse. Vous savez tous que le poids démographique des Franco-Algériens, et pour ne pas dire aussi le poids électoral, est très important, même si M. Macron n'a plus rien à perdre, vu qu'il est dans son dernier mandat, mais les prochains locataires de l'Élysée devront faire attention à ce poids électoral franco-algérien. Ça, c'est d'une part. Donc, le fait qu'un président français se dirige en Algérie, ça peut, on va dire, sécuriser ce vote dont je viens de parler. Maintenant, il faut aussi ne pas négliger le dossier malien, vu l'alliance qui est en place, qui est bien structurée, bien organisée entre le Mali et l'Algérie. Mais aussi, il y a un autre dossier dont les gens ne parlent pas souvent, c'est le fait que l'Algérie est le seul État, l'un des États en tout cas les plus influents, notamment en Afrique, qui n'a pas du tout reconnu ni n'a de rapport diplomatique avec l'État sioniste dit hébreu, contrairement par exemple au Maroc voisin. Donc la France, une fois de plus, comme je l'explique souvent, prenant de plus en plus conscience du fait de sa stature de nain géopolitique, eh bien, elle essaye maladroitement d'essayer de tirer son épingle du jeu, eu égard au fait qu'elle est actuellement littéralement écrasée entre la Chine, les États-Unis et la Russie d'un côté, et d'un autre côté, par des puissances, cette fois-ci sous-régionales, donc africaines, notamment donc l'Algérie et le Mali, et aussi d'un certain côté, la Centrafrique, avec sa monnaie qu'elle vient de mettre récemment en place, le Sango. Donc la France, elle va encore continuer, ça peut durer entre 5 et 10 ans, ça dépendra de l'éveil politique des Français dans les années à venir. Elle continuera à jouer des coudes maladroitement, en se ridiculisant comme Macron l'a fait au Cameroun notamment, mais il ne faudra pas être surpris. Et donc je pense que c'est un dossier qui reviendra d'ailleurs dans les prochaines émissions de Follow Media. Ouais. Donc pour l'instant, voilà ce que je peux dire. Donc je prends le micro et je vous dis, j'espère à très bientôt. Et dans les prochaines fois, j'espère par Zoom plutôt que par téléphone. D'accord, merci. Merci beaucoup, Delphin de Gitega, de nous avoir appelés aujourd'hui. On espère. Hein. Je crois effectivement que tout à l'heure, à 18h30, Bachir reviendra sur cette visite du président Emmanuel Macron, du côté bien sûr de l'Algérie, mais certainement avec d'autres interrogations qui seront donc sur la table du point sur l'actualité. Docteur Sango, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et je profite de l'occasion pour exprimer mes sincères excuses du petit retard que j'ai accusé. C'est vraiment lié aux raisons indépendantes de ma volonté. Docteur. Je vous dis merci pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Chaque fois que l'occasion va se présenter, je ferai toujours l'effort de venir mettre, n'est-ce pas, ici, mes modestes analyses à l'effet d'expliquer l'actualité nationale, mais également internationale. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. L'info à chaud se referme. Demain, c'est une autre journée. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, et surtout, ne manquez pas le point sur l'actualité une fois qu'il sera 18h30. Mais déjà tout à l'heure, dans quelques petites minutes, ce sera bien sûr de news avec bien sûr Henri Tekiwana. Bonsoir.
Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.